Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans la tant attendue vidéo de résumé du manga The Promised Neverland. Je vous l'avais promis, elle est là. Donc, dans cette vidéo, je vais résumer tout ce qui se passe dans le manga à partir de la fin de la série animée et de sa première saison. Ne vous en faites pas, je saute tout le contenu de la seconde saison qui n'est ni plus ni moins qu'un ramassis de conneries qui a skippé 90% de l'intrigue du manga, et on va reprendre à partir du moment où les enfants de Gracefield s'enfuient de l'orphelinat en laissant Isabella derrière eux et s'offrant une nouvelle liberté, c'est-à-dire plus précisément à un tiers du tome 5, il me semble, de souvenir. Je me suis donc pris toutes les notes en ce qui concerne les tomes, ça m'a pris des semaines, voilà, entre reprendre, arrêter, reprendre, arrêter. J'ai jonglé, voilà, j'ai jonglé pendant plusieurs semaines, puisque la vidéo de résumé était prête depuis plusieurs semaines. Elle a juste pareil, elle a jonglé de jour en jour, de semaine en semaine, jusqu'à ce qu'elle sorte il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, je me suis pris du temps pour pouvoir relire le manga tranquillement, voilà, pour pas me prendre la tête et le lire à mon rythme. Cependant, vous allez vous en rendre compte, il ne s'agit pas d'un résumé très détaillé. Je ne vais pas rentrer dans les microscopiques détails, dans tous les dialogues, ce serait beaucoup trop long. On est sur une vidéo résumée, on n'est pas là pour analyser chaque dialogue ou quoi que ce soit. C'est une vidéo qui va se cantonner à simplement ce que j'ai retenu, c'est-à-dire les infos qui me sont semblées importantes à retenir. Tout ça évidemment illustré par les pages du manga. Je vous conseille, bien entendu, si cette vidéo ne vous intéresse pas, ou bien que vous souhaitez aller relire plus en détail le manga après, de le faire, puisque le manga The Promised Neverland, quand bien même il n'est pas parfait, contient quand même un tas de dialogues intéressants, et c'est pas avec un simple résumé comme celui-ci que vous pourrez avoir toutes les infos nécessaires, tous les dialogues, le contenu du lore du manga. Ici on n'est pas là pour ça, c'est pas l'intérêt de ce genre de vidéo. Donc je vous le conseille d'ores et déjà. Cependant, pour ceux qui resteront jusqu'au bout, je vous souhaite un bon visionnage et rendez-vous très bientôt pour un prochain résumé d'animé. Ciao tout le monde, bye. Après leur évasion, en premier lieu, les enfants font une prise de conscience de l'environnement et les dangers qui les entourent. Malgré une prise au piège par des plantes carnivores, tout va bien. Sauf quand Emma et Ray, poursuivis par des démons, semblent en difficulté, et Emma finit presque par se faire avoir et finit dans un sale état à cause de son oreille. Découverte de Sonju et Mujika, ainsi que de quelques démons très en colère de la fuite des enfants de Gracefield, et surtout du bétail premium. On en apprend beaucoup plus sur le fonctionnement du monde des démons et des humains, scindés en deux depuis 1000 ans, mais qu'il existerait un passage pour s'y rendre. On nous mentionne notamment une promesse encore assez floue jusqu'à maintenant et qui ne sera pas développée tout de suite. Emma qui apprend les bases pour survivre, nourrir les enfants pour la suite, et également sur le fonctionnement de la faune et la flore. Mention des élevages intensifs et qu'il existe que 4 fermes premium, et Mujika commence à parler à Emma du fonctionnement des 7 murs. Sortie de la forêt, elle arrivait au refuge noté B0632 par le stylo de Minerva. Sauf qu'un homme se trouve à l'intérieur. Il refuse de partager l'endroit où il vit, seul depuis 13 ans. Échappé de la ferme de Glorybell et menace de tuer Emma et les autres s'il ne quitte pas l'endroit. Après une journée, il trouve un accord pour partir chercher Minerva avec l'aide de l'homme refusant de donner son nom. Départ pour Goldie Pond et le prochain indice pour trouver Minerva. Cependant, l'homme ne veut pas du tout les aider, et durant le chemin, Emma manque de mourir dans cette forêt pleine de démons sauvages. Le voyage est épuisant, à force d'affronter les démons, mais on arrive enfin au point prévu. Après une longue discussion carte sur table entre Emma et l'inconnu, qui souhaitait les éliminer, cette dernière se fait malgré elle attraper et amener à Goldie Pond, un endroit où les enfants sont chassés par de riches démons et leurs plaisirs perfides. Un battle royal où il faut survivre jusqu'au temps imparti plusieurs fois par semaine. Présentation de démons plus intelligents et plus humains, à l'instar des genres de nobles de notre monde, notamment le grand-duc Levis ou encore Lord Baryon. La première chasse qu'Emma subit amène la mort de quelques enfants qu'elle aurait souhaité sauver. Et présentation du groupe de Grande Vallée. Et de leur chef Lucas, rescapé du groupe de Glorybell,
et avec qui Emma découvre ce qui se trouve derrière une porte scellée grâce au stylo de Minerva. Un ascenseur condamné a été trouvé et avec lui un téléphone avec un message de William Minerva, ou plutôt James Rattray de son vrai nom, descendant de ceux ayant conclu la promesse avec les démons. Ainsi que d'autres passages sont accessibles pour rejoindre le monde des humains aux 5 grandes fermes, dont Gracefield. Minerva est malheureusement mort, et on sait qui est le responsable, son propre frère, Peter Rattray. Découverte du projet Lambda, qui sont des fermes expérimentales, et qu'à la surprise générale, Norman, qu'on pensait mort, s'y trouverait quand bien même on ne puisse pas déterminer la chronologie de ces événements, et il y aurait été emmené au moment d'être livré par nul autre que Peter Rattray lui-même. Mais le grand jour est arrivé du côté de Goldie Pound, et une tactique du chasseur devenant le chassé est mise en place, mettant en déroute 3 démons dont Lord Baryon et l'affrontement final entre Emma et Levis qui débute dans une tension maximale. En parallèle, on apprend des infos intéressantes sur le point de vue des démons concernant la promesse et la mise en place des fermes et ce terrain de chasse qui est devenu Goldie Pound. 1000 ans auparavant, mais et surtout l'excitation de Levis pour la chasse qui n'avait pas ressenti une telle excitation depuis l'arrivée d'Emma. Bayon, que l'on croyait mort, se relève, mais c'est finalement Lucas qui en vient à bout par un sacrifice d'Oliver qui s'en sort vivant, mais accompagné d'un flashback poignant entre sa relation avec Lucas. Sauf qu'il reste encore un démon totalement taré qui tue les enfants les uns derrière les autres. C'est au pire moment où on croit que c'est terminé que Ray et l'inconnu refont surface à Goldie Pound et arrivent à la rescousse. Naus finit par être tué par l'inconnu qui apprend par la même occasion que Lucas a survécu pendant tout ce temps. Levis est mise en difficulté par le plan de Emma et surtout l'arrivée à la rescousse de l'inconnu et Ray qui sauve Emma in extremis. Tout le monde donne tout ce qu'il a avant que Levis retrouve la vue suite à une grenade. Même Adam vient aider, mais ça n'empêche pas Emma d'être transpercée dans le dos et d'être laissée pour morte. Mais elle finit par se relever, ce qui n'a rien de logique. Et dans un dernier assaut, grâce au pistolet à la balle aveuglante, Levis n'arrive pas à se défendre et finit par prendre une balle au visage, et c'est donc terminé. Fin de Goldie Pound qui est détruite au fond de l'océan. Tout le monde finit par rentrer au refuge non sans difficulté, et Emma ainsi que tous les blessés s'en sont sortis. Il est l'heure de démarrer une nouvelle aventure et de trouver des indices et surtout trouver tout court les 7 murs. Pendant ce temps, Peter Rattray cherche à retrouver tous les enfants et envoie des militaires à leur poursuite. Beaucoup de monde habite maintenant dans la planque et un téléphone aurait été découvert. Un code en morse leur indique que des alliés existent toujours et qu'ils doivent faire attention. Ce qui amène donc au départ de Emma, Ray, Don, Gilda, Zach et Violette pour l'œil du dragon et chercher des indices sur les 7 murs car ce serait l'endroit le plus proche. Gros moment sur le point de vue de Phil que nous ne l'avions pas vu depuis très longtemps et dont tous les enfants ont été dispatchés dans différentes fermes, les fermes restantes, et sur la situation des fermes en elles-mêmes où tout le monde ignore ce qui se passe, sauf Phil, et à l'arrivée d'un des militaires pour essayer de tirer des informations à Phil concernant Gracefield et les enfants échappés. Grâce au pendentif, Emma finit par avoir une vision du passé et du démon primordial. Mais ce n'est que le début des réponses recherchées et nous n'en saurons que plus tard. 1 an et 7 mois vont passer depuis la destruction de Goldie Pound. Nous découvrons un village démon et qui relate les événements passés et du côté de nos enfants, des choses ont bien avancé sur les 7 murs. Le temple et l'eau dorée ont été trouvés, mais leur joie est de courte durée. Les soldats de Rattray ont fini par les retrouver et attaquent le refuge. Tout le monde finit par s'en sortir non sans difficulté, et quelques morts au passage, et quitte le refuge, sauf Hugo et Lucas, qui, on le sent, veulent se sacrifier pour aider les autres à fuir loin, et qui n'auront pas d'autre choix que de faire leurs adieux et de faire sauter le refuge, tuant les soldats avec eux. Sauf que l'un d'eux finit par survivre malgré ça. Lucas a pu récupérer en parallèle et le transmettre un ultime message au téléphone de Minerva, soulevant la révolte, posant donc la question de sa survie. Est-ce que c'était vraiment Minerva derrière le téléphone ? Complètement fou et acculé, le soldat tuera plusieurs enfants et n'en prendra une en otage, avant de révéler la mort de Hugo et Lucas.
mais ce dernier, dans son karma, se fera dévorer par un démon sauvage. Après un moment de tristesse sur la disparition soudaine des deux adultes avec qui ils ont longtemps vécu, départ vers ce qui pourrait être la base de Minerva et rejoindre de potentiels alliés. Dans la pénombre, on découvre de nouveaux adultes, détruisant ce qui ressemble à une ferme massive, et de Minerva se présentant comme le sauveur, promettant de sauver tout le monde. Après plusieurs jours de marche intense, rencontre en route de deux jeunes garçons qui vont les escorter jusqu'à Minerva. Mais avant, il faut sauver un des enfants très mal en point et qui risque de ne pas s'en sortir. Et quoi de mieux que de cambrioler une ferme très proche? Infiltration dangereuse à l'intérieur, mais les médicaments ont fini par être trouvés. L'évasion se passe très bien, jusqu'au moment où Emma se fait attraper par une dizaine de démons qui les attendaient à la sortie. Mais est sauvée in extremis par un homme avec un sac sur le visage. Il s'agit de Zazie, un des proches de Minerva. Ils finissent par arriver sans encombre au repère, qui est gigantesque. Tout le monde semble y vivre heureux et surtout nombreux. Et nous découvrons non sans surprise que William Minerva, ou plutôt celui qui se faisait passer pour lui, n'était autre que Norman. On en apprend davantage sur son évasion dans la ferme expérimentale de Lambda, et que c'est grâce à un des anciens alliés de Minerva lui-même qu'il a pu obtenir les stylos et l'emplacement de cette cachette. Il nous révèle ce que sont vraiment les démons et la raison de pourquoi ils mangent des humains. Et cela fait le tilt à tous nos enfants, qui finissent par se ranger de son côté et vouloir tous les exterminer, afin de créer un nouveau monde où ils pourront tous vivre heureux et sans craindre la peur. Tout semble bien et tout le monde semble heureux, mais Ray n'est pas dupe et prend Emma à part pour lui faire cracher ce qu'elle pense vraiment. Et effectivement, elle n'aspire pas du tout au même futur. Elle ne veut pas tuer les démons et veut une voie pacifique. Au moment de vouloir parler à Norman de tout ça, il tombe sur ses gardes du corps qui veulent leur en toucher deux mots, sauf que la situation manque de dégénérer et le cliffhanger nous tombe dessus sans prévenir, où Norman semble aller à la rencontre de démons afin de former une alliance. Alliance qui permettrait à ce groupe d'anciens nobles déchus de se venger, et souhaitant une révolution depuis plus de 700 ans. Mais ce ne sont que des pions pour Norman, afin de servir ses intérêts. Emma et Ray, voulant tirer au clair leur idée avec Norman, leur révèle l'existence de Mujika, ce qui le fait réagir immédiatement et qui nous révèle qu'elle fait partie d'un clan maudit, pourchassé depuis la nuit des temps par la famille royale, pour son sang qui lui permettrait de mettre fin à la famine de la chair humaine. Norman veut donc les tuer pour prévenir une rébellion et empêcher son plan de tomber à l'eau, ce qu'Emma refuse catégoriquement. Mais Norman reste sur ses positions et sa décision est radicale. Mais Emma essaie tout de même de lui faire comprendre son point de vue. Malgré quelques bévues, Emma s'engage à aller trouver les dernières informations concernant les 7 murs et former une nouvelle promesse pour éviter un massacre et faire revenir Norman sur sa décision. Quand bien même celui-ci semble camper sur ses positions, mais n'en reste pas moins inquiet pour elle. Mais après leur départ et rejoignant ses compagnons, Norman ne semble pas flancher un instant, et semble bien déterminé à aller jusqu'au bout, quitte à trahir ses amis. Mais hors de question pour Emma et Ray de le laisser s'enfoncer plus loin dans les ténèbres. C'est parti pour eux deux qui débutent leur ascension vers la promesse. Mais de l'autre côté du monde des démons, dans la capitale royale, les 5 familles régentes accueillent la reine Legravalima pour une réunion des plus importantes pour la suite des événements. Une guerre pour débusquer les fourbes ayant détruit les fermes prend donc forme et une chose importante est mentionnée, la cérémonie de Tifari. Tout est en place selon ce que Norman avait prévu, et il ne leur reste plus que Mujika à éliminer pour être tranquille. Tout semble se passer trop bien. De leur côté, Emma et Ray, toujours à la recherche des 7 murs, tombent des nues, en ne trouvant pas la porte, mais plutôt en découvrant devant leurs yeux l'orphelinat de Gracefield. Cependant, rien ne semble réel. Le démon primordial joue avec eux, et leur cauchemar, les forçant à réfléchir sur l'existence de ce lieu et la solution pour en sortir, et ainsi déchiffrer l'énigme de Minerva. À notre surprise, Norman demande à Don et Gilda de retrouver Sonju et Mujika pour pouvoir les protéger. Mais c'est vraiment très louche et contraire à ce qu'il déclarait plus tôt. Le labyrinthe semble infini pour Emma et Ray qui cherchent depuis des lustres, mais ils finissent par trouver enfin la solution pendant que Norman au même moment part pour la capitale royale.
Don et Gilda, accompagnés d'une fille particulière, Aish, qui a été élevée par des démons, découvrent la supercherie. Et on a le droit à son background ainsi que pour la raison pour laquelle elle se faisait toute petite et assez éloignée du groupe. Un démon l'a récupérée par total hasard et s'est pris d'affection pour cette petite fille. Mais le destin en a voulu autrement quand le groupe de Norman a tué celui qu'elle considérait comme son père. Résultat, elle s'est cachée de montrer ses intentions depuis le départ et n'a jamais été de leur côté. Au contraire, elle préparait dans l'ombre sa vengeance. Et elle n'a jamais été mandatée pour tuer Sanju et Mujika. Mais surprise générale, un groupe les suit dans l'ombre, et eux ont bien l'intention au moment propice de les tuer, nous mettant dans une situation compliquée et entre deux murs. En touchant la sphère noire face à eux, fin de leur voyage. Mais seule Emma est appelée devant le démon primordial, et Ray est renvoyé au refuge. Emma est donc sur le point d'établir une nouvelle promesse, quand nous faisons un bond en arrière de plusieurs générations au moment de la promesse initiale, 1000 ans dans le passé. Le clan Ratri a en réalité du sang sur les mains, et sont la cause de la première promesse et de l'accord pour les démons de construire des fermes et de leur malédiction encore active. Quel sera le prix de la promesse formulée par Emma? Mujika et Sanju finissent par être retrouvés et ont évité de peu d'être tués, en plus d'accepter d'apporter leur aide pour arrêter ce massacre. Quant à Emma, qui est revenue et la promesse a été conclue, mais nous ne connaissons pas la contrepartie. Norman est prêt à en finir, et en plus de ça semble malade et proche de la mort, comme une ultime attaque pour offrir un avenir pour tout le monde. Le massacre commence, et tout est en place pour la vengeance du clan Gillan, dont le passé est placé à ce moment expliquant à quel point la famille royale est pourrie jusqu'à la moelle. Tout le monde finit par se retrouver à la capitale au même moment pour arrêter Norman, avec Emma, Ray, Don, Gilda, Sanju et Mujika. Gillan, malgré un avantage superflu, finit par se faire tuer lui et son clan entier par la reine. C'est donc le moment pour Norman et ses sbires d'entrer en scène pour en finir avec la famille royale. Mais la reine est trop forte pour eux. Cependant, le poison créé par Norman est enfin aspergé sur la capitale royale, mettant à mal tous les démons. L'avantage semble gagner sur la reine, qui prend un coup, semblerait-il, fatal par Zazie. Et tout semble enfin terminé. Et Norman a logiquement gagné. C'est un bain de sang que découvre le groupe d'Emma, qui essaye de raisonner Norman, et qui continue de camper sur ses positions. C'est un jeu de ping-pong entre les deux qui ne sont pas d'accord. Emma finit par faire craquer le masque de Norman qui fond en larmes, en demandant enfin de l'aide à ses amis. Norman a subi de nombreux traitements, tout comme les autres membres de Lambda, et est donc presque condamné à mourir à un moment ou à un autre. Et contre toute attente, Adam semble être la solution pour créer un médicament pour tous les sauver, mettant définitivement fin à ce massacre. Mais en réalité, non, rien n'est encore fini. La reine se relève, car elle possède un deuxième noyau. Même tête coupée, elle manque de tuer Norman, et c'est Cislo qui en paye le prix en perdant sa jambe. C'est devenu un monstre sanguinaire qui tue tout ce qui bouge. La bataille finale commence, et pour ne pas s'arrêter sur les révélations, nous apprenons que Sanju est en réalité le petit frère de la reine, et donc par extension un prince déchu. Confirmation qu'elle possède bien un second noyau et qu'il faut le détruire pour en finir. Mujika tentera de lui faire entendre raison, en plus de connaître un peu mieux son passé d'enfant spécial et du clan maudit, ce qui fera gagner du temps, et la reine semblera au bout de ses forces, à avoir trop mangé. Son appétit insatiable causera sa perte, offrant au monde des démons la liberté d'un nouvel avenir. Sanju ne veut pas devenir le roi, et la hiérarchie est tombée. Ça va être la panique très bientôt, il faut donc trouver une solution et vite. Il faut arrêter également l'armée qui se dirige vers le QG et qui est dirigée par nul autre que Peter Ratri. Ce dernier veut tout tenter en faisant un pari fou d'arrêter les enfants de Gracefield, tenant à la vie et à sa réputation. Et quant au QG, tous les enfants semblent avoir disparu. Que s'est-il donc passé? Peter Ratri a trouvé le QG et attaque les enfants pendant que tout le monde se dépêche de rentrer en urgence. Ils ont donc tous été emmenés à un endroit que connaît très bien Emma, Ray et Norman. Gracefield, le départ de tout. 2000 soldats, plus les hommes de Ratri à éliminer? Let's go pour l'assaut. Du côté de Sanju et Mujika, il faut trouver un nouveau souverain pour le monde des démons pour éviter l'anarchie. Sanju pense donc à d'anciens prêtres du temple pour remplir cette fonction et de les ramener à la vie. Mais du côté de Ratri, qui a des yeux et des oreilles partout,
Il comprend rapidement la situation à la capitale et en profite pour vouloir prendre le pouvoir et régner en maître absolu sur le monde des démons. Arrivé à Gracefield, on tombe des nues sur la mère Grand qui n'est nulle autre qu'Isabella, qu'on revoit après un très long moment d'absence et tout sourire. Mais du côté de Sonju et Mujika, pensant qu'après avoir ranimé le prêtre, la situation aurait pu s'améliorer davantage, des démons sûrement informés par Ratri annoncent au peuple tout ce qui s'est passé, mettant en place un nouveau gouvernement sur le champ, faisant passer Sonju et Mujika pour responsables de ce massacre. Mais personne ne semble comprendre la situation, donc les sauvés du sang maudit finissent tous enfermés contre leur gré. Ratri semble avoir gagné à ce jeu, forçant nos deux comparses à fuir. Mais deux démons semblent ne pas tenir rigueur de la situation et comprenant tout du sang si particulier de Mujika, ce qui n'empêchera pas tous les gens qu'elle a sauvés d'être exécutés les uns derrière les autres. 3 jours plus tard, c'est au tour de Sonju et Mujika d'y passer. En parallèle, Ratri menace de tuer tous les enfants en échange d'informations sur la promesse, dans un climat de terreur absolue. Et pendant ce temps, nous découvrons ce qui est arrivé à Isabella, et pourquoi et surtout comment elle a accédé au rôle de mère Grand. Tout est un coup monté par Ratri pour la mettre au sommet de la hiérarchie et l'empêcher de fuir. Tout porte donc à croire que c'est fini, et qu'ils vont tous être livrés à la chaîne par Isabella. Mais Emma, Ray et Norman débarquent à la rescousse. L'infiltration commence, et tout le monde s'en sort à merveille. Elle arrive au point prévu, laissant Isabella de marbre. En réalité, ils ne cherchent pas à fuir Gracefield, mais à le prendre d'assaut, s'enfermant à l'intérieur. Tout se passe parfaitement comme prévu, et ils finissent par trouver l'emplacement de Ratri pour l'arrêter. Mais ils se sont fait berner en beauté, et Vincent ainsi que tous les autres se font capturer. C'est donc un échec. Vincent compte garder le silence jusqu'à sa mort pour les empêcher de récupérer le système de fonctionnement de Gracefield, mais finit par rester en vie par miracle. Et Ratri est pris à son propre jeu, et c'est donc échec et mat. Isabella, arrivant au même point, semble pointer du doigt et d'une arme Emma pour sauver Ratri. Mais il n'en est finalement rien, et tout bascule lorsqu'elle se range du côté des enfants dont elle est si fière. Ratri a donc tout perdu et tente de fuir pour s'en sortir. Mais du côté des démons, où l'exécution de Sonju et Mujika manque d'arriver, à la surprise générale, et depuis un bon moment où on le croyait mort à Goldie Pound, le grand-duc Levis refait surface, et calme la situation en buvant le sang de Sonju, prouvant qu'en aucun cas celui-ci est maudit, que tout le monde a été manipulé depuis la nuit des temps. Levis change donc totalement son fusil d'épaule, offrant une chance à Emma et aux autres d'en finir définitivement avec Ratri, et offrant un nouveau gouvernement aux démons. Mais Ratri veut tuer Emma pour annuler la promesse, sauf que celle-ci ne compte pas tuer Ratri, elle qui veut simplement offrir la liberté à tous les enfants du monde. Le départ de tout est quand James, Ratri, a trouvé le document où leur ancêtre Julius a en réalité trahi le monde entier pour une paix de surface, ce qui l'a profondément changé et qui a changé leurs relations et leur point de vue. Sa vision du monde était biaisée par celle de son frère depuis bien longtemps, à tel point que sa soif de justice n'est jamais allée dans le bon sens. Mais malgré tout ça, il ne changera pas d'avis et se suicidera devant tout le monde. Tout est fini. Il ne reste plus qu'à sauver tous les enfants restants et de se rendre dans le monde des humains avec Isabella et les autres adultes. Le système des fermes est aboli sur le champ par Levis. Bien que tout le monde soit tiraillé par cette décision, elle finit par être acceptée par le peuple. Mais Levis refuse d'être le roi, bien que porteur de 2 noyaux. Il estime Mujika comme digne d'être la nouvelle souveraine, fixant définitivement l'avenir du monde. Mais c'était le calme avant la tempête, et un démon dirigeant de Gracefield était toujours présent sur la ferme, créant la panique. Emma manque de se faire avoir quand Isabella la protégera au péril de sa vie. Tout est terminé. Il ne reste plus qu'à prévenir le démon primordial pour la promesse, et tout le monde pourra s'en aller. Le démon ne semble pas avoir demandé de contrepartie pour la promesse, mais Emma semble cacher quelque chose qu'elle ne dira pas. C'est donc un départ, non sans quelques questionnements, mais aussi un adieu envers leurs amis qui étaient Sonju et Mujika. Ça y est, tout le monde est arrivé dans le monde des humains, tout semble enfin terminé, mais Emma n'est pas là. Le clan Ratri finit par prendre en charge tout le monde afin de noyer la nouvelle de leur arrivée, qui a surpris évidemment le monde entier. Il faut absolument partir à la recherche d'Emma,
Surtout que tout le monde est persuadé qu'elle est vivante quelque part. C'est impossible qu'elle soit morte. Et nous apprenons, avec tristesse, pourquoi elle n'est pas présente. Et surtout qu'il y avait bel et bien une contrepartie avec le démon primordial. Et ce qu'elle a dû subir pour sauver tout le monde. Sacrifier ses précieux souvenirs avec sa famille. Elle finit par être trouvée amnésique dans la neige et sauvée par un vieil homme. Un mois va passer sans que rien ne change. Elle est désorientée et a tout oublié. Elle finit par accepter non sans peine qu'elle ne retrouvera jamais la mémoire et commence une nouvelle vie. 2 ans vont passer où ils vont la chercher désespérément à travers le globe sans la retrouver. Et c'est au détour d'une rue qu'ils vont tomber sur elle. Mais sa réaction les laissera stupéfaits. Elle ne se souvient de personne. Mais ce n'est pas grave. Le destin a voulu qu'ils soient tous séparés et pourtant ils se sont retrouvés pour entamer une nouvelle vie et une nouvelle existence. Voilà, cette histoire, c'était celle du manga écrit et dessiné par Kayu Shirai et Posca Demizu. Une histoire qui a été complètement bien écrite, selon mon point de vue, hein. Après, je pense que beaucoup ont été plus ou moins déçus en ce qui concerne particulièrement la fin, qui arrive de manière un peu impromptue et qui vient casser toute l'aventure, hein. C'est vrai qu'on ne peut pas, malheureusement, hein, c'est toujours le cas dans les fins de manga, on ne peut pas satisfaire tout le monde, et ce choix de faire perdre la mémoire à Emma et toute son aventure, tout ce qu'elle a fait pour sa famille, pour ses compagnons, de le lui enlever, est perçu comme quelque chose de cruel, ce qui est le cas, hein, voilà. Hein. Mais toute la construction historique du manga, par rapport à la relation qu'elle a avec Sonju et Mujika, tout le monde des démons, la création d'un nouvel empire et les fermetures des frontières, surtout avec le monde des démons et le monde des humains qui ne se croiseront plus jamais, en mettant fin à cette tyrannie, à cette peur, à cette histoire de ferme, de chair humaine, par le sang de Mujika et ce sang soi-disant maudit. Bref, c'était une construction scénaristique qui a globalement été réussite dans quasi 90% du manga. Mais c'est vrai qu'on peut avouer que la fin, qui arrive de manière un peu impromptue, un peu surtout qu'on nous dit qu'il n'y a pas de contrepartie et finalement s'il y en a une, et cette contrepartie, bah, c'est que Emma est séparée de sa famille pour que finalement si elle retrouve bien sa famille, mais qu'elle est la seule à ne pas se souvenir de toute cette aventure, alors que c'est elle qui a le plus bûché, qui a le plus qui s'est le plus sacrifié au final dans toute cette histoire. Donc je peux comprendre que du point de vue du lectorat, ça soit mal passé en fait, hein, ce soit clairement mal passé, que ce soit une fin plutôt tragique pour le personnage principal qui était Emma en fait, et faisant passer tous les autres pour des pions qui ont juste servi à arriver jusqu'au bout, et qu'en fait Emma est la seule à pas être heureuse au bout du truc quoi. Donc voilà. Maintenant, moi j'ai aimé, ça m'a pas choqué plus que ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que vous avez vu aussi que je n'ai pas intervenu, je ne suis pas intervenu une seule fois durant tout le récit. Ça s'est vraiment fait d'une traite. Si jamais vous auriez aimé avoir peut-être des interventions un peu comme dans les résumés d'animé, là comme c'était un résumé manga, je voulais pas intervenir. Je voulais vraiment faire ça d'une traite, sans rentrer malheureusement, je le disais au début de vidéo, trop dans les détails des dialogues et tout. Déjà que le montage de cette vidéo était une purge. Hein. Là, je viens tout juste de finir le montage. C'était certainement le pire montage que j'ai eu à faire. C'était long. C'était excessivement long. En plus d'écrire le résumé, en plus de tourner et en plus de monter. C'était un vrai calvaire cette vidéo. Je pense pas que j'en referai une comme ça de sitôt. Hein. Pardonnez-moi, mais je vais me calmer un peu. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette dernière. Pour ceux qui seront restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, en bien, en mal, des points positifs, des points négatifs, ce que vous pensez que j'aurais pu faire en mieux, ce que vous auriez aimé que j'ajoute en plus, et tous les petits défauts, même les plus visibles, n'hésitez pas à me les pointer du doigt, je les prends avec attention pour pouvoir faire mieux si un jour ou l'autre je décide de refaire un résumé manga comme ça, et ces points pourront me permettre de faire quelque chose peut-être d'un peu plus digeste et d'un peu moins chiant à suivre que simplement mettre les pages du manga. Voilà, à vous de me dire sur quel point je peux améliorer ceci pour l'avenir. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.